Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous sommes le mercredi 8 juin. Ce soir, à Paris, au cinéma Le Saint-André-des-Arts, sera projeté un film qui a maintenant 20 ans et que moi j'avais découvert en 2002, donc je suis très contemporain de ce film. Et ce film a 20 ans, il s'appelle Swing. Il est réalisé par un cinéaste qui est très important dans mon histoire du cinéma, mais aussi dans l'histoire du cinéma. C'est Tony Gatliff, et le film sera accompagné de l'auteur lui-même, mais aussi de l'acteur Oscar Cobb, qui, il y a 20 ans de cela, était un enfant et qui aujourd'hui maintenant est acteur, et vous avez pu le voir dans, par exemple, Mon chien stupide d'Yvan Attal. Bref, et tout ça, c'est distribué par Malavida Film, que je remercie pour l'aide à la conception de cette émission. Merci Marion Echard, Anne-Laure Brénéol, Lionel Iturralde. Et pour parler de ce film, bon, bah, rien de mieux que d'en parler avec l'auteur lui-même, le cinéaste, acteur, scénariste, compositeur, dessinateur, Tony Gatliff. Et je suis vraiment très content qu'il ait accepté d'être là pour revenir un petit peu sur ce film et parler aussi peut-être de l'avenir. Bonjour Tony Gatliff, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, ça va très bien. C'est difficile de revenir sur les années parce que les années qui sont passées, ce sont des années merveilleuses. C'est vrai, on dit toujours ça quand à la fin des guerres, à la fin des maladies qui arrivent dans le monde, mais là c'est presque la même chose parce que c'est très dur de revenir sur ces années-là parce que c'était des belles années, vraiment. C'était le beau cinéma, c'était des belles années. Les salles de cinéma ne faisaient pas 50 000 entrées, non, ne faisaient pas, pardon, c'est pas pour les entrées, étaient pleines, étaient complètement pleines toutes. Bon, mes films, ils étaient pleines des fois, mais enfin pas comme les films les gros films américains aujourd'hui qui sont comme des films d'auteur. Ils font même pas la moitié de la salle. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que on revient sur une époque de là où était tourné, l'époque, les années où était tourné le film, qui était une époque géniale pour le cinéma. Donc je tiens à le dire parce que aujourd'hui nous sommes souffrants, tous les gens de cinéma, les créateurs et les salles, parce que quand les salles souffrent, nous souffrons aussi. Et donc voilà, donc on faisait des sujets, personne nous disait qu'il fallait pas ces sujets-là. Par exemple, j'ai fait des sujets sur des tziganes, et vous savez que les tziganes sont mal aimés, ils sont partout, dans toute l'Europe. Et personne ne me disait « Ah, tu fais des films sur les tziganes ». Personne, parce que il n'y avait pas de racisme. Il y avait du racisme dans la vie de tous les jours contre les tziganes, parce que c'était plutôt des préjugés. Le préjugé, il y en avait pour tout le monde, il y en avait pour tout le monde. Mais du racisme, pas tellement que ça. Il y avait évidemment, quand les tziganes roumains sont arrivés en France, il y avait genre de méchanceté contre eux. Il y avait vraiment même des violences contre eux. Mais avant, quand j'ai fait Swing et quand j'ai fait les autres films comme La Chaudron, Gadjodilo, tout ça, il y avait vraiment pas. Les salles étaient pleines dans Gadjodilo, les salles étaient pleines dans La Chaudron, dans Swing. Dans Swing, il y avait beaucoup de gens qui sont venus voir le film partout parce que j'ai fait des tournées. Et voilà, donc c'est quelque chose que je voulais dire par rapport au cinéma dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je ne me plains pas du tout, je me plains absolument. Je plains plutôt les jeunes, vraiment les jeunes. Quand tu es jeune cinéaste aujourd'hui, tu as 20 ans et tu veux faire ton premier film, je plains les jeunes parce que pour te faire un nom, c'est difficile, ça devient très difficile maintenant. Tu vois, toutes les écoles de cinéma style La Fémis et autres, plein d'autres,
Heureusement, il y en a une à Lyon, la Cinéfabrique, qui est formidable, et qui a lancé beaucoup de réalisateurs, d'ailleurs, de techniciens. Heureusement qu'ils sont là. Et donc, voilà. Donc, là où je parle, c'est pour le cinéma. Pour le cinéma qui est un peu une aggravation, une atteinte à sa fabrication, une atteinte à sa création. Voilà, donc ça veut dire que si aujourd'hui j'aurais pas pu faire le film Swing, j'aurais pas pu parce que les chaînes de télévision ne l'auraient pas produit, j'aurais pas mis les fonds nécessaires pour faire le film. Je remercie Canal qui est toujours derrière moi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et Canal c'est vraiment mon pilier parce que sans Canal j'aurais pas pu faire tous ces films. Et voilà, donc c'est bien que ces films existent et aujourd'hui je suis très heureux d'en parler. Donc alors, on revient donc 20 ans après, et 20 ans après, moi il m'est arrivé un petit accident, rien du tout. J'ai eu un séjour à l'hôpital, bon, j'avais même pas 50 ans, et donc et tout à coup j'ai eu peur. J'ai eu peur dans mon lit d'hôpital. J'ai eu peur que je me suis dit j'aurais dû faire un film sur l'Holocauste des Tziganes. Je l'ai pas fait. C'est pas bien, ça. J'aurais dû le faire parce que d'un coup, je me suis dit que j'allais partir. Et donc la seule chose qui me faisait mal, qui me faisait regretter de ne pas avoir fait tous les sujets de ma carrière, c'est un film sur l'Holocauste des Tziganes. Et donc, évidemment, heureusement, je suis revenu tranquille, j'ai guéri au bout de 15 jours, et tout de suite après, j'ai écrit Swing. J'ai écrit Swing, c'est vraiment en hommage à la population rome, tzigane, tous ceux qui ont souffert des nazis et aussi des préjugés semblables aux nazis. Et donc voilà, donc j'ai fait ce scénario, j'ai écrit le scénario. C'est un scénario presque pour les enfants, mais en même temps un tout petit peu plus. C'est un peu comme les films que j'aime, comme Crin Blanc, c'est pour les enfants, mais en même temps la philosophie de films comme ça va plus loin que les films qu'on donne pour les enfants. La raison, elle est plus profonde. Voilà. Donc, ce film-là, je suis très content de l'avoir fait parce que maintenant, je rencontre des jeunes, vous savez, en 20 ans, on rencontre des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans et qui me disent, j'avais 12 ans, j'avais 3 ans, 15 ans, même pas 15 ans quand j'ai vu votre film Swing, et c'est grâce à Swing que maintenant je fais la musique. Et c'est vrai, et j'en ai vu qui en font, et ils sont super, ils sont vraiment super. Alors c'était pas forcément des manouches, des Tziganes, c'était des Français, des Français de toutes bords. Et donc, j'allais dans les bars et la personne s'arrêtait de jouer, me disait « Ah, monsieur, c'est à cause grâce à vous que maintenant je fais la guitare. » Donc, il y avait, je ne sais pas combien, franchement, au moins plus que 100, 200, je crois. Et donc, voilà. Et ça, j'en suis fier d'avoir lancé la musique swing chez les jeunes pour que les jeunes en jouent, pour qu'elle ne meure pas. C'est ce que j'avais dit à Chavolo quand je voulais qu'il joue dans le film, et il ne voulait pas. Chavolo, il n'était pas intéressé par tout ça. Il n'était pas intéressé par la politique, il n'était pas intéressé par la culture. La seule chose qu'il voulait, c'est la guitare. Il jouait la guitare et c'est tout. Et donc je lui dis, mais Chavolo, la façon de faire un film comme ça, swing, pour les gens, aujourd'hui, quand vous faites de la musique, les gens dans votre mariage que j'ai vu, il y a 200 ou 300 personnes qui sont là, ils dansent un peu la musique sur la musique swing, parce qu'il y a un petit groupe de musique swing que je connaissais, c'est un peu les vieux qui grattaient la guitare un peu entre jazz et ils écoutaient un peu, et puis ils s'en allaient au bout d'un moment, parce que c'était pas leur musique, ils s'ennuyaient, ils s'en allaient.
Donc, je disais, mais pour que ces jeunes restent, il faut que la musique puisse les toucher aussi, pour qu'ils comprennent. Et donc voilà, donc c'était un film très très important. C'est grâce à ce film, Les Princes, ouais, le swing, que des jeunes ont fait, ont continué la musique swing a continué et est allée dans le monde entier. On a fait des festivals partout. Je finis. Non, mais c'est un plaisir. Non, mais non, mais non, mais c'est un plaisir. Mais en même temps, ça fait 10 minutes que vous dites énormément de choses et vous dites 55 choses sur lesquelles il faut que je rebondisse. Donc, j'ai envie de vous dire, on a toute la journée là. Là, on va faire un grand entretien. Mais là, on doit partir sur l'essentiel. Là, j'ai dit ça par rapport à l'ouverture, mais là, on va partir sur l'essentiel. L'essentiel du film. Bah écoutez, moi ce film je l'ai vu à l'époque, donc en 2002. Je m'en souviens très très bien. Je l'avais vu en projection de presse dans une salle de cinéma et je pense que c'était une des rares fois où j'ai eu cette impression que le film, qu'un film écoutait réellement les chansons qui se trouvaient à l'intérieur du film. C'est remarquable. Et là où je veux en venir, c'est que 20 ans après, il y a eu d'autres films qui ont essayé un petit peu comme ça de questionner certaines figures, certaines grandes figures du jazz manouche. Et j'ai jamais l'impression que ces films-là, finalement, écoutent la musique. Et je voulais savoir, alors vous allez me dire c'est ma cuisine interne, peut-être, mais comment vous faites pour faire en sorte que le film que vous écoute réellement la musique? Il y a quelque chose de très, très magique dans Swing. Il faut le découvrir dans une salle de cinéma si c'est possible. Il y a un truc dans Swing qui fait qu'on est en plus de cela, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas que les tziganes. Il y a vraiment de tout. Il y a même un plan incroyable où l'on voit un tzigane, un arabe et un juif. Oui. Et je sais que c'est pas anodin chez vous. C'est très important. Donc voilà, comment on fait tout ça? Écoutez, quand je commence un film sur les tziganes, d'abord, je donne la parole aux tziganes. Je donne la parole aux tziganes et je suis fier de filmer les tziganes. De filmer un film tzigane, pour moi, est une mission très importante à cause du racisme, à cause du préjugé et tout ça. Hein. Mais faire un film sur les tziganes, ça m'enchante et j'ai l'impression de faire quelque chose dans cet univers du cinéma et dans cet univers des hommes et des femmes dans le monde dans lequel nous vivons. J'ai l'impression de faire quelque chose. Et donc, je donne la parole aux gitans. Je ne prends pas, je ne me mets pas en scène. Je raconte pas ma vie. Je raconte pas la vie de ma femme, la vie de mes enfants, ou je sais pas quoi. C'est pas des scénarios qui sont les scénarios où tu racontes quelque chose qui est arrivé à ta vie, qui est généralement c'est des films qui appartiennent au réalisateur. Là, non. Non, moi, je ne me mets pas dedans. Moi, je ne me mets pas dans la mise en scène. La mise en scène, elle est faite pour les tziganes. Elle est faite pour les musiciens. Je connais la musique. Quand il faut jouer la musique, je sais laquelle. Et je sais comment il joue. Je sais quand Tchavolo joue et quand il casse une chanterelle, c'est la plus légère, je sais ce que ça veut dire. Comme metteur en scène, je sais ce que ça veut dire. Il y a un code là-dedans. Quand il casse une chanterelle, le guitariste Tchavolo, c'est parce qu'il a envie de fumer. Donc il casse la chanterelle, on s'arrête. Et le temps qu'il change, quelqu'un d'autre, pour lui, change la guitare, il fume une cigarette. Et ça, je sais que c'est dans Tchavolo, c'est dans les gitans. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi. Et donc, c'est une vraie histoire. C'est quelque chose, c'est pas malin. C'est parce que il joue, et à un moment, il a envie de fumer. Parce que, comme à chaque fois, je leur ai dit, non, vous ne fumez pas pendant que vous jouez, parce que bon, on écoute la musique. Voilà, donc j'ai des codes. J'ai d'autres codes parce que évidemment, les tziganes, je les connais très très bien, et les manouches, les gitans, les gitanos, je les connais très très bien. Je sais comment pas les diriger, je sais comment les filmer. Je sais
qu'est-ce que je peux leur donner comme musique pour qu'ils soient bons. Par exemple, je ne sais pas moi, Chavolo, il a une sorte de répertoire, c'est beaucoup Django Reinhardt, et beaucoup la musique, la Java tzigane, la Java qui est un peu française, un peu tzigane. Et aussi les yeux noirs, nuages, tous ces musiques qui sont devenues des chefs-d'œuvre de la musique tzigane. Et quand je suis en train de tourner des gitans, chez les gitans, tout de suite, je sais qu'ils adorent quand ils jouent une bouleria. Quand ils jouent une bouleria, ils s'envolent. Et quand ils jouent une segueria, ils adorent la segueria. Donc, j'ai les paroles de la musique que je connais. C'est-à-dire que je n'attends pas que les musiciens me jouent des choses qu'ils veulent eux. Je leur demande d'abord, ça serait bien que vous me jouez une segueria aujourd'hui. Ou pour une manouche, ça serait bien que vous me jouez les yeux noirs. Et les yeux noirs. Et avec les yeux noirs, on va amener aussi les Hongrois, parce que les Hongrois, ils sont pour quelque chose dans les yeux noirs. Et ça vient presque de la Hongrie de l'Est, les yeux noirs, que Django Reinhardt a adopté. Et donc voilà, c'est l'amour que je porte pour le peuple gitan. C'est ma façon de les filmer qui fait que ils s'envolent, ils sont magnifiques à voir. Et quand vous les filmez, quand vous filmez ces musiques-là, cette musique, quand vous filmez cela, je remarque, parce que je l'ai revu récemment pour préparer l'entretien, je remarque que vous très souvent, vous aérez aussi ce moment-là en filmant non pas eux qui jouent, mais des choses de l'extérieur. Par exemple, un moment, le premier véritable moment où on les voit tous ensemble jouer, ils sont dans la caravane de Miraldo. Et à un moment, en extérieur, il y a les enfants, dont Max, qui regardent le concert, et ils sont là pour donner des bières aux artistes. Et très souvent, vous faites ça, vous faites des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour que… Est-ce que ça fait partie de ça, de la configuration filmique? Oui, ça fait partie de ça parce que quand les tziganes ou les gitans, je sais pas, quand on dit les manouches comme ça, on sait qu'il y a tout le monde. Quand les manouches jouent chez eux, il y a tout le monde. Des fois, quand j'arrive à jouer, tout le monde se rassemble, ils jouent pour tout le monde. Et donc ils jouent, et à ce moment-là, la musique s'écoute. Et pour que la musique s'écoute, la caméra, il ne faut pas qu'elle cadre juste l'interprète, juste le violoniste ou le guitariste. Elle cadre derrière ceux qui écoutent. Parce que la musique tzigane en général, elle s'écoute. Elle s'écoute. Elle ne se joue pas, comme ils disent Chavolo, comme de tous les tziganes, tous les manouches, tous les gitans. La musique des gitans ne va pas au conservatoire, ne sort pas du conservatoire. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas de dire attention, silence, on y va, voilà, et après on commence à jouer dans le silence. Non. On commence à jouer dans le bruit, on commence à jouer dans les opa, olé, hey, que bien, oh, que bien, Miraldo, para arriba. Et donc ça s'écoute et ça se libère et il n'y a pas de problème qu'il y ait des fausses notes. Par exemple, il y a beaucoup, ça je vous le dis à vous, et sûrement qu'il y a des spécialistes de la musique qui connaissent très très bien. Et quand on écoute la musique tzigane, gitane, manouche, il y a souvent des fausses notes. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'accordent pas leur guitare. La guitare, elle est posée là pendant 2 heures, 1 heure, posée sur une chaise. Et puis moi, je suis là, je ne m'occupe pas de la guitare. C'est pas mon boulot. Et puis à un moment, je commence à dire, bon, on va s'organiser maintenant. Donc l'action se passe ici, là. Et donc on va faire d'abord une répétition filmée où tout le monde pourra faire ce qu'il veut, les enfants, tout le monde, et on traverse l'écran, les cadres de l'image. Et donc voilà, donc c'est libre, complètement libre. Et donc je m'occupe pas que la guitare dit oh là les gars, les gitanos, stop.
La guitare, il faut l'accorder. Le violon, il faut l'accorder. Vous l'accordez quand? Et donc, il dit, on n'a pas besoin d'accorder. Pourquoi accorder? Pourquoi l'accorder? Et donc, presque ils se foutent de moi parce que ils arrivent. Je vous assure, c'était incroyable. Ça, je le dis pour les gens qui sont initiés, pour les gens qui connaissent la musique. Connaître la musique, c'est connaître profondément, hein, pas connaître juste parce qu'on sait que c'est comme ça. C'est connaître profondément. C'est arrivé avec Chavolo. Chavolo casse une corde, et cette fois-ci, c'était pas la chanterelle. Et donc, il casse une corde et presque il ne peut pas jouer. Et donc, pour qu'il puisse jouer, parce que la musique était très très belle à ce moment-là. C'était pas le moment de casser une corde, c'est pas le moment de faire arrêter. Le morceau, il était très beau, parce que les autres musiciens derrière, ils étaient magnifiques aussi. Donc, pour qu'il puisse continuer à jouer, il accorde sa guitare tout en jouant. Parce qu'il descend de tonalité la seconde guitare. C'est-à-dire qu'il joue et il descend la tonalité de l'autre, de la guitare, de la corde, de l'autre, qui lui permet de continuer le morceau. Et ça, je trouvais ça magnifique. C'est vraiment super. Quand vous captiez ces moments-là, est-ce que ça vous est arrivé de... Alors déjà, d'une part, vous êtes où quand vous les captez, quand vous filmez ça? Et puis surtout, est-ce que ça vous est déjà arrivé de fermer les yeux, de ne pas regarder ce qui se fait, mais juste d'écouter, et donc de mettre en scène ces moments-là juste en fermant les yeux? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et d'écouter? Jamais. Jamais, parce que la musique, elle se voit, elle s'écoute, mais surtout, elle se voit. C'est un vrai spectacle, la musique, même pour le musicien. C'est génial. C'est par exemple le cadre de la caméra, la caméra 35. Comme ça, on peut pas tout cadrer ou alors on voit personne presque. Mais si on cadre une personne là, par exemple Chavolo, on le cadre en gros plan. Moi, il est suivi par un autre qui fait la pompe. Et il fait suivi par un autre qui fait aussi l'accompagnement. Et donc, je ne quitte pas des yeux le tour, autour. Parce que des fois, ce qui se passe autour, c'est génial. Et donc, ça me permet de dire des fois, de donner des signes par exemple, souvent, ceux qui accompagnent Périgueux de la Graine et Chavolo, c'est Ono, le grand Ono. Je lui fais des signes de continuer dans la même tonalité, dans le même morceau, de continuer et d'accélérer, par exemple. Et Chavolo ne me voit pas, mais par contre, il entend la musique qui accélère. Et lui, il accélère aussi. Donc, ça veut dire diriger la musique sans qu'il me voie, sans que l'image me voie. Et ça, c'est très important d'avoir l'œil vif et d'écouter. Et donc, la musique, ça devient autre chose quand elle est traitée, quand elle est mise en scène. Parce que la musique que je fais, la musique zigane dans tous les pays que j'ai fait, elle se met en scène. Le son, hein, tu parles là. La musique, bien sûr, l'image de l'homme, tu dis, le type, le musicien, tu lui dis, mets-toi là, toi là, pour être vu dans le film. Mais le son, il se met en scène aussi. Et donc voilà, donc ça c'est très très important d'avoir les yeux grands ouverts pour pouvoir charger la musique d'autre chose que ce qu'on voit. Alors, vous avez dit quelque chose au début de l'émission et j'ai pas voulu vous contredire parce que, en fait, je ne vous crois pas. Quand vous me dites je ne fais pas des films sur moi, j'ai envie de vous dire c'est pas vrai, je ne vous crois pas. Parce que quand je vois Swing, quand je vois ce que vous filmez, je me dis c'est pas possible. Cet homme a vu ça déjà quelque part dans sa vie. Alors, il faut raconter un peu Swing. Swing, c'est l'histoire de... déjà, Swing, c'est un personnage. Au début, on pense que c'est un garçon. Finalement, c'est une fille. Et en fait, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Max et qui parce qu'il veut acheter une guitare pour apprendre le jazz, rencontre Swing et puis il rencontre surtout Miraldo qui devient son professeur de guitare. Et puis, il voit un peu tout ce qui se passe autour. Et entre les moments musicaux, il y a aussi des moments où Swing et Max,
ils sont bientôt adolescents, ils s'aiment, et il y a les premiers émois amoureux, il y a des séquences dans la forêt, tout ça. On va parler de tout ça après. Il y a un fleuve, parce qu'il y a quelque chose sur une question que j'aimerais vous poser. Mais voilà, il y a tout ça, et je me dis et puis il y a aussi autre chose, c'est que on le sait, vous êtes né en Algérie, c'est très important pour vous, cette région. D'ailleurs, vous avez fait un film remarquable qui s'appelait Exil, que j'invite à voir, où là, pour le coup, voilà, vous questionnez frontalement le retour aux sources. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la subjectivité qui est assez folle quand même dans Swing. C'est aussi un peu vous, je veux dire, la manière que vous avez de ressentir, de voir. Oui, c'est un film de sensation, et je me dis, c'est pas anodin, il connaît. Non, c'est quand la musique s'apprend, elle s'apprend quand on regarde. Tout le monde le disait, tout le monde l'a fait. Django Reinhardt a appris la musique en regardant son père dans le bar où il jouait, c'est une sorte de guinguette, et il était sous la table. Et donc, sous la table, il refaisait les plans de son père. Tu vois, il refaisait, parce qu'il y a des plans. Tu peux pas faire n'importe quoi. Et donc, moi, j'ai appris la musique, à regarder la musique dès enfant, mais aussi chez moi en Algérie aussi. Il y avait aussi de la musique, il y avait aussi la nouba, il y avait aussi la musique pas le rail, je connaissais pas à ce moment-là, mais la musique de Charbi, il y avait. Jamais. Et donc tout le monde dans la musique, c'était pas un plateau, une scène, et puis des gens payent, et puis on est tous en rang, et on fait pas de bruit, on est comme ça. La musique, tout en celle que j'aime, est une réunion. Elle est en rond, une réunion. Et tout le monde y participe. Les femmes participent en faisant des you-you, en faisant olé ou en faisant de la percussion. Et tout le monde. Donc, la musique, elle s'apprend quand on est enfant. Elle s'apprend parce que tout de suite, on sait. On commence à la regarder à partir de 5-6 ans et on sait. Quand on regarde bien, on le regarde jusqu'à l'âge de 10 ans. Au bout de 10 ans, on sait qu'on connaît la musique. Et elle s'apprend comme ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que moi, évidemment, j'aurais pu être, au lieu d'être un metteur en scène, j'aurais pu être musicien sans aucun problème. Mais j'avais envie de faire plus le cinéma parce que le cinéma me parlait, parce que j'avais envie de raconter des histoires. Et le cinéma m'a marqué quand j'étais enfant, m'a marqué cruellement. Quand je dis cruellement, pour parler des choses qui vous manquent, il faut employer les mots les plus terribles, la cruauté. C'est-à-dire, il m'a manqué cruellement, mais je ne dis pas terriblement, c'est cruellement, m'a marqué. Et parce que quand j'étais enfant à l'école, c'était une école bricolée, c'était une école où les gens ne venaient pas à l'école, on sortait par la fenêtre, le prof, l'institut fermait la porte, on sortait par la fenêtre, pardon, et donc voilà, donc c'était, et le prof, l'instituteur a trouvé le génie de comment écouter, faire la musique, comment faire apprendre quelque chose aux enfants, quelque chose, pas ABCD, mais autre chose aussi, quelque chose, il a amené le cinéma. Il a amené le cinéma, et tout, donc on était tous autour des pupitres et on regardait, et à ce moment-là, quand on regardait, à 5, 6 ans, 7 ans, quand on est là en train de regarder un film, eh ben, on apprend, parce que c'est une telle passion qui vient entre le spectateur et l'enfant, une passion immense, parce que même le générique lui-même devient du spectacle. Parce que nous, enfants, on n'avait jamais vu de spectacle nulle part, on n'avait jamais vu, à part le cirque un peu, on n'avait jamais vu de cinéma, on n'a jamais de photographie, mais quand vous voyez sur l'écran qui était avec un drap blanc couvert de drap blanc, tableau couvert de drap blanc, et qu'on voit le générique pour la première fois, c'est déjà un spectacle. Un générique ne court pas, un générique ne vole pas, un générique ne s'en va pas dans le ciel, un générique ne fait ta 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 ta. Et ce qu'on voit, ce que vous voyez, c'est le générique, c'est déjà un spectacle. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que l'apprentissage de l'enfant, mon apprentissage a été de regarder. Et de regarder quand j'étais enfant. Et c'est souvent comme les enfants Django Reinhardt sous la table.
parce qu'on n'avait pas le droit d'être devant tout le monde et d'être sous la table, entassé avec les grands-mères, tout le monde, et de regarder ce qu'on voyait. C'est pas qu'il fallait le reproduire, c'est qu'il fallait l'apprendre pour le reproduire peut-être un jour. C'est marrant parce que ça me rappelle une phrase du cinéaste sénégalais Sam Ben Ousmane qui disait que le cinéma, c'était son école du soir, son cours du soir. J'ai l'impression que c'est pareil pour vous. C'est pareil, c'est tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, à travers le cinéma, j'ai appris à lire. À travers le cinéma, j'ai appris à penser. À travers le cinéma, j'ai appris ce que c'était que la sensibilité. C'est quoi la sensibilité pour un gosse? C'est quoi la sensibilité? L'émotion. Quand on est enfant, l'émotion, c'est quoi? La seule chose, un gosse a la compassion. Quand on tape sa mère, là, le gosse a une chose horrible qui vient à lui, et là, il pleure, et là, voilà, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que la compassion, l'émotion, pour un enfant, c'est ça, c'est quelque chose qui le touche profondément. Mais ça, comment ça arrive? Ça arrive parce qu'il voit quelque chose terriblement, qui le met en rapport avec sa vie à lui, sa mère, sa famille et tout ça. Et donc voilà, donc on apprend l'émotion par le cinéma tout de suite, parce que c'est comme si on voyait sa mère se faire taper. Par exemple, dans Le voleur de bicyclette, qui est mon meilleur film, vraiment mon meilleur film, parce que moi je l'ai vu à l'école quand j'étais avec mon instituteur dans les années 60, et donc au début des années 60, et quand le père essaye d'être voleur alors qu'il n'est pas voleur, le film apprend aux gens que l'Italie a arrêté, après le Duce, après le Mussolini, a arrêté d'être voleuse. Il n'y a pas de voleurs en Italie. Et donc, tous les cinéastes ont fait ce scénario-là, ensemble. Ils étaient 4 ou 5, Fellini, tout le monde, plein de gens. Et donc, ils ont fait un scénario presque, et pour, pas propagande, mais un scénario pour montrer que l'Italie a cessé d'être voleuse avec le Duce. Et donc, voilà. Donc, ils ont fait tout le scénario de Le voleur de bicyclette. Et donc, l'homme qui perd son travail, qui a un enfant et une femme très sympa, qui a un foyer tout doux, il ne connaît pas le vol, il ne connaît pas l'arnaque. Et donc, à la fin du film, quand il se fait piquer son vélo, lui veut faire aussi voler son vélo parce qu'il n'a pas le choix. Mais il ne sait pas voler. Il ne sait pas voler. Il n'est pas un professionnel du vol, il ne sait pas voler. Donc, il se fait attraper. Parce que pour voler, il faut savoir. Hein. Il se fait attraper. Il se fait attraper et lâché par le peuple. Par le peuple qui ne veut pas de voleurs. Et donc, l'enfant regarde et pleure. Et ça, c'est une image complètement, pour moi, vécue dans l'émotion que je connais parfaitement, que je connais énormément. Elle me parle. Mais quand on voit, par exemple, Swing, j'ai l'impression qu'avec Swing, c'est vraiment le film où vous regardez... Excusez-moi. J'ai l'impression qu'avec Swing, c'est vraiment le film où vous regardez en face votre enfance. Comme L'Exil, c'est vous regardez l'Algérie. Comme Geronimo, vous regardez votre adolescence. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans Swing, vraiment cette enfance-là. Et là, pour le coup, comme si c'était... Il y a un avant et un après Swing. Et c'est vraiment très, très important. Parce que vous me citez Vittorio De Sica avec Le voleur de bicyclette. Mais moi, j'avais envie de vous citer La Talente, quoi, de Jean Vigo. Parce que les séquences dans la forêt, les séquences dans le fleuve, ça me rappelle ce cinéma-là qui, à mon avis, doit être important pour vous. Ce cinéma où on a l'impression de toucher la nature, que le temps ne s'évapore pas, que vous êtes maître du temps. Oui. Mais La Talente, on l'a vu. Zéro de conduite, on l'a vu. On l'a vu en classe. Pareil que Le voleur de bicyclette. Mais là, je parle du voleur de bicyclette parce que l'enfant a 7 ans ou 8 ans et c'était comme moi. Et son père, il ressemblait à mon père. Et plusieurs fois, j'ai vu que mon père se faire frapper par les gendarmes parce qu'il n'arrivait pas à monter dans le camion pour l'amener faire des vérifications sur son identité ou des trucs comme ça. Et donc, et les gendarmes le frappaient. C'est dans le monde entier, sauf dans le tiers-monde et dans les mondes où il y a énormément de misère et tout ça. Il y a très, très peu d'enfants qui ont déjà vu voir
leur père se faire battre par l'autorité. C'est quelque chose de c'est quelque chose de pas normal et pas, surtout pas fréquent. Un père, on ne tape pas un père. On ne frappe pas un père. Personne ne frappe un père. Parce que son autorité et la façon dont ce qu'il a pour nous élever, c'est d'être le Dieu de la maison, le roi de la maison. Le roi de la maison, on ne le tape pas. Si on le tape, il y a une déchirure chez l'enfant énorme. Voilà. C'est pour ça que je vous parle de ça. Mais que la Talente, elle est loin de moi. C'est un film que Vigo, pour moi, c'est un dieu de l'image, vraiment un dieu de l'image. Et puis il est fort, il est chargé d'émotions, chargé d'histoire. Quand tu vois son père se faire assassiner, tuer, parce que politiquement, finalement, tu fais une carapace vachement forte. C'est pas n'importe quoi. Sa jeunesse à lui, c'est pas n'importe quoi. Et c'est un espagnol en plus. Et donc voilà, donc quand j'ai vu le vol de bicyclette, c'était très proche de moi, très proche de ma misère. Et par contre, la Talente, c'est proche de mon nom, de mon apprentissage du cinéma quand j'allais à la Cinémathèque à Chaillot. Quand j'allais à la Cinémathèque à Chaillot, il y avait souvent la Talente. Et quand je voyais la Talente pour la première fois, le zéro de conduite, c'était magnifique, c'est génial. C'était ça, mon école de cinéma. Comment vous avez travaillé avec ces enfants? Comment vous travaillez avec les enfants, avec Max et Swing? J'ai fait ce qu'on fait au cinéma, ce que tous les réalisateurs normalement doivent faire. C'est-à-dire, on ne demande pas à l'enfant de faire le singe. Jamais j'ai fait diriger la Lou ou la petite Lou, parce qu'ils avaient 10 ans, hein, 10 ou 9 ans. Je disais jamais dirigé pour faire le singe. Je les dirigeais dans ce qu'ils savaient faire et dans ce que c'était faisable dans le moment. Je vais raconter des anecdotes. C'est à chaque anecdote, je dirigeais pas à froid. Donc, Lou H, qui avait d'avant, elle avait très très peur des poissons. Les poissons vivants qui étaient des truites. Elle pêchait les truites. Les truites, il n'y en avait pas là où on tournait. Donc, il a fallu amener des truites avec des tonneaux en voiture. Et c'était un stagiaire qui a amené ça à l'arrière de sa voiture. Et on a amené 80, 100 truites dans le tonneau rempli d'eau. Tout ça parce qu'elle n'aimait pas. Donc, elle n'aimait pas toucher l'huître, et à chaque fois qu'elle a touché, elle l'a lâché. Donc, elle a lâché toutes nos réserves de décors pour faire le film. Et donc ce qui était formidable et drôle, c'est que le stagiaire était paniqué parce qu'il faisait des allers-retours chez le marchand de truites et de vivantes et le tournage. Et puis il y a un moment au virage, parce qu'il allait trop vite, et le tonneau s'est renversé dans la voiture. Et c'était un petit jeune, je crois qu'il devait avoir 20 ans, et tout le tonneau s'est renversé dans sa voiture, et les truites étaient sous les pédales. Donc il a failli avoir l'accident de sa vie. Il hurlait en plus parce que lui aussi ça lui faisait quelque chose. C'est quelque chose qui frétillait vivant. Et donc il nous racontait ça. Et après j'allais dire à Lou, écoute, maintenant t'arrêtes de les lâcher parce que on a failli faire un accident à celui qui allait chercher les truites. Faut arrêter maintenant. Et donc, voilà, bon, bref, j'ai essayé, ça a marché un peu, bon, bref. Et donc, à chaque fois qu'arrive quelque chose, qu'on n'arrive pas à quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se présente, je profite de ce moment-là. Je vais vous dire un autre truc, mais j'y peux rien, c'est comme ça. C'est pendant qu'on tournait presque la mort de Meraldo à la fin du film, vous savez, c'était pour que l'âme
l'âme de guitariste s'en va et que sa guitare, sa caravane soit brûlée parce qu'on garde rien. Normalement, à l'époque, chez les Ziganes, les Manouches, on garde rien, on brûle tout, et même une guitare, c'est le maire. Et donc, comme Cavolo, on a tout brûlé, des sacrilèges. On a tout brûlé quand il est mort. Et donc voilà. Et là, c'est tombé en même temps, ce jour-là, dans le plan de travail, parce que pour un plan de travail, c'est réunir les choses. Ça s'improvise pas. Il faut que les trucs soient là, il faut que la caravane soit là, il faut que tout soit là. Et donc, c'est tombé à ce moment-là, au moment où, je vais le dire, parce que bon, le temps est passé, maintenant il a 20 ans, plus que ça, voilà, parce que son père était en train de divorcer avec sa mère. Ça a l'air d'être un truc personnel, mais non, parce que moi, je lui disais, il pleurait, je lui disais, qu'est-ce qui se passe? Je tournais pas, je disais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que, Oscar, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Et il me dit, non, je rien. Bon, il pleurait. Et après, j'ai appris par, je sais pas quoi, un régisseur, que je crois qu'il avait un problème familial, que son père, il y avait un divorce, je sais pas. Donc, il pleurait. Et donc, ça tombait en même temps, exactement en même temps, où je devais tourner cette scène-là avec Cavolo, non, avec Oscar. Miraldo et Oscar. Et Oscar qui pleure Miraldo, parce qu'il a eu une crise cardiaque. Et donc, je dis à Oscar, tu veux qu'on s'arrête de tourner, ou tu veux qu'on s'arrête, on tournera demain ça? Il me dit, non, je veux le faire. Il pleurait. Et je me dis, okay, et pourquoi pas? C'est la vie. C'est la vie. C'est sa vie à lui, c'est la vie. Et on a tourné quand même ça, et lui, il pleurait. Donc, c'est ça que j'ai pas profité de ça. C'est que c'est arrivé, j'ai demandé à Oscar s'il veut qu'on tourne quand même, et on l'a tourné. Et donc, c'est quelque chose qui est arrivé, un cadeau du ciel, malheureux pour Oscar, un cadeau malheureux pour Oscar, mais pour le cinéma, c'est un cadeau. Parce qu'il y avait le chagrin que son père avait quitté sa mère, mais les pleurs étaient là, l'émotion était là, et donc le cinéma, c'est ça. Et donc, j'ai demandé à Oscar, est-ce que tu veux qu'on tourne? Si Oscar avait dit non, j'arrêtais, ou je faisais autre chose. Et Oscar a dit, si, on peut tourner. Donc voilà, c'est ces moments-là qui sont des moments de direction d'acteur, qui sont des moments tombés du ciel, pour le cinéma, je parle, hein, pas pour la vie, la vie, non. Pour le cinéma, c'est tombé du ciel. Donc, bien sûr, moi, il me touchait énormément, parce qu'un enfant, dans les parents divorcent, c'est vraiment terrible, c'est un traumatisme terrible. Mais c'est la vie, tout le monde, plein de gens ont eu ça. Voilà, donc c'est la direction d'action, elle a ça, des fois. C'est-à-dire, des fois, ça vient tout seul. À la fin du film, comme vous venez de l'évoquer, le personnage Miraldo, qui est joué par Cavolo Schmidt, meurt. Mais à ce moment-là, il est en train d'enseigner la guitare à Max, et il va chercher son café, il fume sa clope, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Effectivement, c'est la fin. Mais à ce moment-là, vous filmez ses pieds. On a l'impression qu'il danse. Oui. On a l'impression qu'il va vers la mort en dansant, et puis et même les derniers gestes qu'il fait, c'est d'écouter la musique et aussi de la réinterpréter. Et j'ai l'impression que finalement, vous avez, à travers certains de vos films, je dis bien dans les films, je dis pas vous dans la vie, hein, mais dans les films, vous avez vous en tant que cinéaste un rapport avec la mort qui est assez atypique. C'est comme si finalement la mort, c'est juste une virgule et on passe à une autre phrase. Il y a quelque chose comme ça. C'est un passage. C'est un passage. Si on écoute bien, si on regarde bien, parce qu'une fois qu'elle est là, c'est fini. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui peut la remplacer ou faire semblant de la remplacer. C'est un passage obligatoire. Et donc, il n'y a pas d'émotion à faire, il n'y a pas d'explication. Et donc, la façon de la filmer,
c'est qu'elle soit la plus anodine possible, la moins mélo possible, et qu'un enfant qui voit un homme mourir, c'est surtout pas le regarder dans les yeux et que lui regarde dans les yeux l'homme en train de tomber et de mourir. Non, c'était regarder les pieds. Cavolo est parti, non pas Cavolo, Miraldo est parti dans la caravane pour amener son café. C'est une histoire de voyage pour aller faire chercher le café. Et le retour, c'est revenir. Et c'est l'œil de l'apprenti musicien, regarde les pieds, pour éviter de voir le terrassement de la crise cardiaque. C'est de voir les pieds. Et dans les pieds qu'il regarde, il voit la chute de corps qui tombe, et surtout, il voit la casserole qui tombe, parce que le son, c'est la casserole de café qui tombe, l'homme, la masse de l'homme qui tombe et que les derniers souffles, les dernières respirations, comme dans le sang, où nous avons des choses qui battent encore, tout ça. Donc, c'est les derniers qu'il a, c'est suivre quelques notes de musique, mais pas de la musique, pas de la mélodie, c'est quelques notes, comme pour faire appeler, comme pour se rappeler, comme pour laisser que ça. Et donc, c'est fait que ça. Donc, on a enlevé le côté pathos. Pathos, ça serait regarder Cavolo comme ça, en grand, qui arrive, qui fait oh, comme ça. Ça, c'est pathos. On n'en a pas besoin avec un enfant. Quand on filme un enfant qui regarde d'abord, on ne fait pas de pathos. Donc, ça, on l'a enlevé. Et surtout, c'est l'apprentissage encore de savoir c'est quoi, pourquoi il est tombé. Et lui qui continue comme ça. Et d'ailleurs, et je termine par le rêve. Je termine par comment j'ai toujours pensé, moi. Parce que mon grand-père m'a dit que, quand j'ai dit à mon grand-père, où est-ce qu'on va quand on meurt? Nous étions dans une terre musulmane. Et il était évident, nous étions pas musulmans, mais enfin, on ne croyait pas. Et donc, c'est sûr et certain qu'il n'allait pas me dire au paradis. Surtout, moi, ma famille, ils ne pensaient pas une seconde qu'on allait au paradis. Et donc, il me disait, quand on s'en va comme une abeille. On s'envole et on s'en va comme une abeille, et on ne sait pas où, après, l'abeille se posera. C'est pour moi, c'est comme ça qu'on parle aux enfants. Pour moi, comme mon grand-père, c'est comme ça qu'il m'a parlé. Et ça veut dire, il m'a pas dit, quand on est, on part dans un tuyau génial et que on s'en va doucement. Ceux qui ont été bons vont vers le paradis, ceux qui sont mauvais vont vers les flammes. Non, il n'y a pas ça. Je veux pas. Mais par contre, que l'abeille sort du corps comme l'âme sort du corps et qu'elle s'en va en volant vers quelque chose d'autre, ça oui, mon grand-père m'a enseigné ça. Je rappelle donc ce soir à partir de 20h, c'est au Saint-André-des-Arts. Tony Gatliff sera avec Oscar Kopp qui jouait le rôle de Max il y a 20 ans de cela. Et vous allez présenter le film Swing. Et après, bien évidemment, il y aura de quoi faire la fête, j'imagine. Donc, c'est un événement ce soir. Juste une dernière question, Tony Gatliff, et sinon, ça va durer des heures et des heures, et je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, mais un ami cinéaste qui s'appelle Emmanuel Parot, qui a fait un très beau film récemment qui s'appelle Maudit, me posait une question. Il me demandait, est-ce que tu peux lui demander à Tony Gatliff, on sait que vous avez été aussi acteur, surtout, vous avez commencé comme cela, mais pourquoi on vous voit pas souvent en tant qu'acteur? Pourquoi? Chez les autres aussi, chez les autres cinéastes. Parce que, oui, moi, mon métier au départ, quand j'ai commencé, ma passion, c'est le cinéma. Enfant, ma passion, c'est le cinéma. Et après, quand j'ai commencé à être un tout petit peu adolescent et adolescente, quand je commençais à être un peu vert, et c'était le cinéma. Et le cinéma, c'était pas pour gagner de l'argent, alors que j'aurais pu, c'était pour gagner de l'argent. C'était pas pour gagner de l'argent, c'était pas pour être
la gloire, c'est pour draguer les filles. Parce que j'avais 17 ans, la seule chose qui m'intéressait au monde, c'est la nation féminine. Et donc c'était pour toucher les filles, pour être près des filles. C'est les choses qui me passionnaient le plus. Et c'est pour ça que j'ai commencé à être acteur d'abord, pour être près des filles. Près des filles, je l'ai fait d'ailleurs, j'adorais, j'aimais beaucoup les jeunes actrices. Je les respectais beaucoup. D'ailleurs, c'est une époque où on respectait vachement plus les femmes avant l'hécatombe des années dernières, là, des années dernières. Là, et donc voilà. Et donc c'était pour ça. Et aussi, donc j'étais en train de tourner avec Roger Blin et Roger Blin et au théâtre. Hein. Roger Blin et Claude Régis. Je pense qu'il y a un acteur qui aurait pu ne pas rêver travailler avec Roger Blin et Claude Régis. Et Claude Régis, j'aimais beaucoup, hein, m'a complètement désarçonné et je me suis dit, faire du théâtre comme ça, moi je veux pas. Et donc il m'a enlevé mon amour du théâtre, Claude Régis. Tout le monde sait pourquoi, hein. C'est pas la peine de l'expliquer. Et après, je suis allé chez Roger Blin. Et Roger est plus humain, il était humain aussi. Claude Régis, mais cherchait, c'est une humanité en dedans, de profonde, comme ça, qui cherchait, c'est compliqué. Et par contre, Roger Blin, c'était la vie, c'est vraiment lui, il vibrait de tout. Sa voix vibrait et tout. Et donc, il me dirigeait et j'aimais pas comment il me dirigeait, alors que c'était un mec génial. C'est quand même Artaud, le temps d'Artaud, c'est l'art artistique théâtral de France, quoi. C'était vraiment, c'était tous les grands ont passé là, quoi. Et donc, j'aimais beaucoup Blin. Mais des fois, je ne comprenais pas la façon dont il me parlait et dont il me... Je comprenais très très bien le français, je savais très très bien lire. C'est pas ça. Parce que en France, en Algérie, on était de culture française, tout. Et donc, il y a un moment où je l'ai emmerdé. J'ai vraiment emmerdé. J'étais jeune, dans les 20 ans, et j'ai vraiment emmerdé et Claude Régis et Blin, pas de la même façon. Et donc, à un moment, je dis à Claude, il m'aimait beaucoup, Roger Blin, il m'aimait vraiment beaucoup. Et à un moment, je lui dis, Roger, je voudrais te dire quelque chose. Il me dit quoi? Je vais arrêter le cinéma. Il me dit, oh, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle tu fais! Oh, c'est bien! Et tu vas où? Je vais écrire et faire du cinéma. Oh, c'est encore mieux! Tu garderas un rôle pour moi. Un rôle, voilà. C'était comme ça. Et après ça a été, je n'ai plus jamais fait de cinéma que dans mes films, un tout petit bout. Et j'ai regretté parce que je ne suis pas bon. Quand je me dirige tout seul, je suis pas bien. En tout cas, merci beaucoup, Tony Gatliff. J'espère comme ça, je ne sais pas pourquoi, je balance une idée à Malavida, peut-être de redistribuer Gadjodilo, parce que ça aussi, c'était un film important, en tout cas pour moi. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film incroyable et remarquable avec Ronan Hartner et Romain Duris, et qui date de 97, 98, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, un film important. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Tony Gatliff en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et je rappelle, un Swing, c'est à partir d'aujourd'hui. Et puis ce soir à 20h au cinéma Saint-André-des-Arts, vous serez en compagnie d'Oscar Cobb pour parler de ce film-là. Merci Malavida, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci générique. À tout le monde. Merci. Merci à vous. Générique. Adios. In the canyon, that's where I long to be. With my 3 good companions, just my rifle